Bonjour. Dans la vidéo, nous avons vu l'énoncé du premier principe qui stipule que la variation d'énergie d'un système est égale à la somme du travail et de la chaleur qu'il reçoit. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au terme de travail et plus spécifiquement au travail des forces de pression. Alors nous allons considérer le système suivant, un cylindre dans lequel peut coulisser un piston qui va permettre de comprimer ou de dilater un gaz qui est situé ici. Ce piston a une section S, ici, c'est-à-dire une surface S, et on va supposer que la pression de l'extérieur est notée Px. Nous allons calculer ici le travail d'une force de pression extérieure qui s'applique sur le piston et qui déplace le piston d'une distance dx. Nous allons donc calculer le travail élémentaire. Alors si je fais ce calcul, c'est parce que la force de pression est une force non conservative et donc que son travail va intervenir dans le terme W du premier principe. Alors pour faire ce calcul, je vais placer un axe X dans ce sens-là. Ça va me faciliter la tâche. Et je vais revenir à la définition du travail élémentaire d'une force. Donc le travail élémentaire d'une force, delta W, c'est le produit de la force par le déplacement élémentaire. Or ici, mon piston se déplace le long de l'axe X, donc un déplacement élémentaire, ce serait dx, une petite variation de l'abscisse, orientée sur Ux. Alors attention, ici mon piston, vous voyez, il se déplace vers la gauche. J'aurais pu le faire se déplacer vers la droite, mais bon, j'ai choisi d'appliquer la force comme ça vers la gauche, donc c'était un petit peu plus cohérent. Et vous voyez que le signe du déplacement est contenu dans le dx. Si le piston va vers la droite, x croît, donc dx est positif, donc le déplacement élémentaire est sur plus ux. Si le piston se déplace vers la gauche, x décroît, donc dx est négatif, et ce vecteur est orienté vers la gauche. Il s'oriente donc tout seul. La force F qui est ici est la force résultante de la pression qui s'applique sur le piston. Son expression, nous l'avons vu dans le cas particulier où la pression est uniforme et la surface est plane, ce sera P extérieur, la pression sur la surface qui est ici, multiplié par la surface sur laquelle s'exerce la force, orienté sur un vecteur normal à la surface, donc ici ce sera le vecteur Ux, et qui va du gaz qui exerce la force vers la surface. Donc ici ce sera moins Ux. Le produit scalaire Ux fois Ux vaut 1. Il nous reste donc moins P extérieur fois la surface S fois dx. Alors cette expression, on a coutume de la réécrire un petit peu parce qu'on reconnaît ici le produit SDX. Or, le produit SDX, qu'est-ce que c'est? C'est le produit de la section de notre cylindre par le déplacement élémentaire du piston. Et donc, c'est le volume qui a été balayé par le piston au cours de son mouvement. C'est également la variation de volume du gaz qui était enfermé par le piston. On va donc le noter dV et on aboutit au résultat suivant. Le travail élémentaire d'une force de pression extérieure qui s'applique sur un piston mobile, ce sera moins P extérieur fois dV, la variation de volume du gaz. Alors c'est intéressant, ça veut donc dire que le gaz va recevoir du travail si son volume varie. Il va recevoir du travail de la part des forces de pression extérieure. Alors ici, j'ai fait aucune hypothèse sur le mouvement du piston, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un mouvement brutal ou on pouvait avoir un mouvement très très lent. Dans le cas où la transformation est quasi statique, c'est-à-dire le mouvement du piston ici est très très lent, on a vu que toute position intermédiaire entre l'état d'équilibre initial et l'état d'équilibre final était également une position d'équilibre, ce qui veut donc dire que la pression du gaz va être à tout instant égale à la pression extérieure. On peut donc écrire P égale Px,
Et donc le travail élémentaire des forces de pression sera égal à moins PdV, où ici le P est la pression du gaz. Alors ça peut paraître anecdotique comme remarque, mais vous allez voir qu'en réalité c'est très important et que ça va faire une grosse différence sur certains calculs. D'accord ? Donc dans le cas d'une transformation brutale, on utilisera moins P extérieur dV, avec P extérieur la pression extérieure, je reviendrai sur cette notion après. Dans le cas quasi statique, on utilisera moins P dV. Alors un petit commentaire sur le signe. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que on allait compter le travail de manière algébrique et toujours de manière à avoir le travail reçu par le gaz. Ici, si le volume du système augmente, alors V croît, donc dV positif, et donc on aura un travail reçu, quel que soit le cas de figure, qui sera négatif. Donc si le volume du système augmente, ça veut donc dire qu'il reçoit un travail négatif, et donc en réalité, il donne du travail. C'est ce qu'on va appeler une détente. Une détente, c'est une augmentation du volume. Dans le cas contraire, si le volume du système diminue, dV est négatif, donc le travail élémentaire est positif, donc le système va recevoir un travail positif et donc il va effectivement recevoir du travail. Ce cas de figure, c'est le cas de la compression. Donc détente, c'est le contraire de compression. Alors là, on a calculé le travail sur une transformation élémentaire, c'est-à-dire pour un tout petit déplacement du piston. Pour avoir le travail total lorsqu'on a un système qui évolue d'un état d'équilibre initial vers un état d'équilibre final qui n'est pas infiniment proche, on va faire la somme des travaux élémentaires et donc on va faire un calcul intégral. Donc dans le cas où la transformation est brutale, le travail reçu par le gaz, ce sera moins l'intégrale de P extérieur dV entre l'état initial A et l'état final B. Donc encore une fois, c'est une notation ici qui est un peu symbolique. Il faudra adapter les bornes ici à l'élément différentiel qui est là, donc en l'occurrence le volume. Et dans le cas où la transformation est quasi statique, on a vu que P extérieur était égal à la pression du gaz, et donc on intégrera PdV avec P, la pression du gaz. Alors voyons ce que ça donne en pratique. Premièrement, nous allons traiter le cas d'une transformation isochore. Isochore, je vous rappelle, ça veut dire volume constant au cours de la transformation. Dans le cas d'une transformation isochore, le travail élémentaire reçu par le gaz, ce sera moins P extérieur dV si la transformation est brutale, ou moins PdV si la transformation est quasi statique. Ici, je n'écris que celle-ci, vous allez voir que le résultat est le même. Si la transformation est isochore, le volume ne varie pas, donc le dV est nul. Et donc vous voyez que dans le cas d'une transformation isochore, le travail élémentaire est nul. Et donc si on intègre une fonction nulle, on obtient que le travail total vaut 0. Donc transformation isochore, aucun travail reçu par le système gaz, liquide ou solide de la part des forces de pression. C'est simple. Le cas quasi statique, vous remplacez Px par P et vous allez obtenir le même résultat. Dans le cas d'une transformation isobar, alors isobar, ça, je vous rappelle, c'est quasi statique et le bar, c'est pression constante. Donc on a une transformation quasi statique à pression constante. De la même manière, si je calcule le travail des forces de pression, je vais écrire que c'est moins l'intégrale de PdV. Alors attention, ici c'est P parce que c'est quasi statique. Comme la transformation est isobar et que la pression vaut tout le temps P1, ici je vais offrir moins P1dV. Au niveau des bornes d'intégration, j'intègre sur le volume, donc je vais intégrer entre le volume de départ, que je vais appeler VA, et le volume final, que je vais appeler VB. Ce calcul est relativement simple. P1 étant constant ici, je vais le sortir de l'intégrale, et je vais obtenir moins P1, intégrale de VA à VB de dV, d'où le résultat, moins P1, VB moins VA. Donc dans le cas d'une transformation isobar, ce calcul se fait très très bien.
Dans le cas d'une transformation monobar, c'est exactement pareil. Dans le cas de la transformation monobar, on a quelque chose de brutal. Donc le travail des forces de pression, ce sera moins l'intégrale de P extérieur dV. Quand c'est monobar, ça veut dire que la pression extérieure est constante au cours de la transformation. Donc exactement comme dans l'exemple précédent, ici je vais avoir P extérieur qui sort de l'intégrale, je vais intégrer entre le volume de départ et le volume de fin, ce qui va aboutir au résultat suivant. Alors le cas un petit peu plus délicat, c'est le cas d'une transformation isotherme. Je vais vous laisser essayer de réfléchir un petit peu à cette question via cette application. Donc on va considérer n mol d'un gaz parfait qui subit une transformation isotherme, donc quasi statique à température constante. On notera cette température T0. On notera VA, VB, les deux volumes initial et final du gaz. Et je vous demande d'essayer de calculer le travail des forces de pression qui s'appliquent sur le gaz au cours de la transformation. Donc vous aurez à utiliser la loi du gaz parfait. Prenez quelques minutes pour essayer. Si vous n'y arrivez pas, regardez la correction. Correction de l'application numéro 1. Alors on devait calculer le travail des forces de pression dans le cas d'une transformation isotherme. Alors, vous avez dû remarquer que le problème, lorsqu'on fait ce calcul, c'est que lorsqu'on calcule l'intégrale de P dV, la pression P varie au cours de la transformation car on n'a plus quelque chose d'isobar. Alors pour s'en sortir, on va utiliser la loi du gaz parfait et on va remplacer P par nRT sur V. La transformation étant isotherme, la température est constante, c'est T0. Et donc on va pouvoir sortir le nRT0 de l'intégrale, ce qui va nous donner moins nRT0 intégrale de dV sur V. Au niveau des bandes d'intégration, on intègre toujours sur le volume, donc entre le volume de départ, VA, et le volume de fin, VB. Excusez-moi ici, dV. Et on obtient donc, après calcul, moins nRT0. dV sur V s'intègre comme log de V, donc ça nous fait ln de VB moins ln de VA. Et on essaiera dans la mesure du possible de toujours essayer de réunir les deux logarithmes pour avoir quelque chose sous la forme moins nRT0 ln de VB sur VA. Voilà. Alors ce calcul, il faut savoir le refaire. Le calcul du travail des forces de pression, c'est quelque chose qu'on aura à faire de manière très fréquente. Donc, il faut savoir refaire le cas isocore, isobar, isotherme. Je voudrais maintenant revenir sur le cas monobar et vous expliquer un peu ce qu'on en entend par la pression P extérieure. Qu'est-ce que c'est que la pression extérieure? Alors, on va imaginer la situation suivante dans laquelle on a un récipient qui est fermé par un piston mobile et qui contient ici un gaz. Et on va imaginer que le piston ici a une masse nulle, pour simplifier un petit peu. L'atmosphère est à la pression P0, et donc si on regarde l'équilibre du piston mobile, il va être soumis à deux forces. Il va être soumis à la force de pression de l'atmosphère qui va être orientée vers le bas, et il va être soumis à la force de pression du gaz qui va être orientée vers le haut. Comme le piston est sans masse, il n'y a pas de poids qui s'applique. La force de pression de l'atmosphère, ça va être le produit de la pression P0 par la surface du piston, donc on va l'appeler ici S en norme. Et la force de pression du gaz, ça va être la pression du gaz, P gaz, multipliée par la surface du piston aussi, S. Donc j'écris ici de manière, j'écris les normes. Si vous écrivez que le piston est à l'équilibre, vous obtiendrez que la pression du gaz à l'instant initial est égale à la pression atmosphérique. Les deux pressions s'équilibrent de part et d'autre. Maintenant, on va comprimer le gaz qui est dans le cylindre, et pour cela, on va poser une masse M sur le piston. Alors la transformation qui va avoir lieu entre l'état d'équilibre initial et l'état d'équilibre final, c'est une transformation qui va être brutale. Le piston va descendre d'un coup assez rapidement, et donc on va avoir un petit peu de temps avant que
tout s'homogénéise dans le gaz. Ce qu'on va appeler la pression extérieure Px, ça va être la pression ressentie par le gaz pendant la transformation. Donc il faut imaginer qu'on se place dans le gaz, qu'on n'est pas capable de voir ce qui appuie sur le piston. Et donc la pression extérieure, ça va être la somme de toutes les actions extérieures qui ont tendance à comprimer le gaz. Donc la pression Px sera la pression ressentie par le gaz. Dans le cas de figure qui est ici, ça va être l'action conjuguée de la force de pression de l'atmosphère qui s'applique sur le piston, plus du poids de la masse qui a aussi tendance à appuyer sur le piston. Mais quand on est dans le gaz et qu'on ne voit pas ce qui se passe, on n'est pas capable de différencier les deux. On va ressentir une seule pression. Et la plupart du temps, et c'est ça qui va nous permettre de faire le calcul assez simplement, cette pression extérieure, ce sera aussi la valeur de la pression du gaz dans l'état d'équilibre final. Effectivement, tant que la pression du gaz ici n'est pas égale à ce qu'on va appeler la pression extérieure, le piston ne sera pas à l'équilibre mécanique et continuera à bouger. Que vaut cette pression extérieure dans ce cas-là? Eh bien ici, vous allez avoir... Alors, je vais écrire les forces de manière vectorielle cette fois. Donc si je mets un axe Z vers le haut, vous allez avoir la force de pression atmosphérique qui va s'écrire P0S et qui est orientée vers le bas, donc ce sera selon moins UZ. Vous allez avoir le poids qui va s'écrire moins mgUZ. Et vous aurez la force de pression du gaz qui s'écrira P extérieur, donc, que ce sera la pression d'équilibre finale, multipliée par S, selon plus UZ. À l'équilibre final, la somme de ces trois forces vaut 0 car le piston est à l'équilibre. Et donc, on obtiendra que P extérieur fois S, ce sera P0S plus mg. D'où une pression extérieure égale à P0 plus mg sur S. Alors ça, c'est un calcul qui est très classique, qu'il faut essayer de comprendre et de savoir refaire, car on aura besoin de s'en resservir. D'accord? Donc, pendant la compression, le gaz ressent une pression, c'est-à-dire tout se passe comme si il n'y avait pas la masse, mais il y avait une atmosphère à la pression non pas P0, mais P0 plus mgs qui appuyait sur le piston. C'est ça la notion de pression extérieure. On va terminer cette partie sur la force de pression en essayant d'interpréter le travail des forces de pression dans une représentation schématique des transformations. Alors vous allez voir que lorsqu'on fait de la thermo, on aime beaucoup représenter les transformations dans des diagrammes, notamment dans le diagramme de Clapeyron. Le diagramme de Clapeyron, c'est un diagramme qui fait figurer en ordonnée la pression et en abscisse le volume. C'est un diagramme qu'on a déjà rencontré brièvement dans le chapitre précédent. Donc ici, je vous ai représenté un exemple de transformation qui part d'un état initial A, qui va avoir un volume VA et une pression initiale PA, et qui évolue vers un état d'équilibre final de volume VB et de pression PB. Voilà, cette transformation, elle n'a rien de spécial, elle n'est pas spécialement isotherme, isochore ou quoi que ce soit. Notez une chose quand même, c'est que comme j'ai pu tracer une courbe ici qui relie l'état d'équilibre initial à l'état d'équilibre final, ça veut dire que la pression du gaz est définie à tout instant pendant la transformation, donc c'est quand même une transformation qui est quasi statique. On ne pourrait pas représenter ce genre de courbe pour une transformation brutale. On aurait un état A initial et un état B final, mais on n'aurait pas forcément une courbe dessinable entre les deux. Alors, je vous ai rappelé ici la définition du travail élémentaire des forces de pression. C'est l'intégrale, c'est moins PdV. Pardon. Alors qu'est-ce que c'est à un moment donné pendant la transformation? Eh bien, si je me place à cet endroit-là pendant la transformation, à un moment quelconque, PdV, ça va être la valeur de la pression de ce point qui est ici. Et dV, ça va être une petite variation du volume lorsqu'on est en ce point-là. dV, c'est ça. Et donc PdV, c'est quoi? Si on regarde le produit, ça va être la surface que je suis en train de hachurer en rouge ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le travail total des forces de pression,
comme c'est l'intégrale de moins PDV, ça va être la somme de ces toutes petites surfaces entre le point de départ et le point final. Donc le travail des forces de pression, en valeur absolue, ça va être l'air qui est sous la courbe lorsqu'on représente la transformation dans le diagramme de Clapeyron. Donc ici, je vous ai schématisé la situation globale. Le travail reçu par le gaz en valeur absolue, c'est cet air qui est ici. Et vous avez remarqué qu'il fallait associer un signe à ce travail. J'en ai pas parlé sur le transparent précédent. Mais si on a une détente, c'est-à-dire qu'on part d'un volume petit pour aller à un volume plus grand, comme c'est le cas ici, mais le travail reçu par le gaz, il est négatif. Donc on trouvera que oméga ou W, pardon, c'est moins l'air sous la courbe. D'accord ? Et si on a une compression, c'est-à-dire si on part non pas de la gauche, mais on part d'un état initial qui serait ici pour arriver à un état final qui est là, le travail reçu par le gaz, ce sera plus l'air sous la courbe. D'accord ? Donc en valeur absolue, le travail reçu, c'est l'air sous la courbe. Et si on enlève la valeur absolue, il faudra affecter un signe à ce travail, positif ou négatif, selon qu'on a une détente ou une compression. Revenons sur les trois cas particuliers qu'on a rencontrés tout à l'heure. Pour une transformation isochore dans le diagramme de Clapeyron, eh bien vous voyez que le point de départ et le point d'arrivée sont à la verticale l'un de l'autre, car on a un volume qui est maintenu constant ici. On retrouve bien que le travail des forces de pression est nul. L'air sous cette courbe ici, c'est bien 0. Dans le cas isobar, on a une transformation à pression constante. Donc A et B sont sur une horizontale. Le travail des forces de pression reçues en valeur absolue, c'est l'air qui est ici. C'est donc l'air d'un rectangle. Ici, vous avez le volume de départ, le volume d'arrivée. Ici, vous avez la pression de la transformation. On avait noté P1 dans le cas précédent. Donc, on voit que la valeur absolue du travail, ça va être l'air de ce rectangle, c'est-à-dire P1 multiplié par la différence des volumes, VB moins VA. Puis, pour avoir le signe du travail, on regarde si on a une détente ou une compression. Dans le cas que j'ai choisi ici, on a une détente. On va donc mettre un signe moins pour tenir compte du fait que le travail reçu par le gaz est négatif. Dans le cas d'une transformation isotherme, c'est un petit peu plus compliqué. Si on veut dessiner la transformation dans le diagramme de Clapeyron, il faut revenir à la loi du gaz parfait. Donc, pour un gaz parfait, on a P égale nRT sur V, et ici, comme c'est isotherme, la température T, c'est T0. Donc, en fait, la courbe qui représente la pression en fonction du volume, ce sera P égale à une constante sur V. Et ça, c'est une fonction hyperbole. Donc, l'allure, elle ressemble à peu près à ça. Donc ça veut dire que le travail reçu par le gaz, en valeur absolue, sur cette transformation, ça va être entre un volume VA et un volume VB, cet air qui est ici. Et là, vous voyez, on ne reconnaît pas une forme géométrique familière, donc on n'a pas de formule directe qui vont permettre de calculer le travail de manière graphique. Il faudra de toute façon recalculer l'intégrale qu'on a calculée tout à l'heure dans l'application numéro 1. Une dernière remarque. Vous avez fait attention à ce qu'on avait noté delta W pour le travail et non pas dW. Je vous avais déjà expliqué dans le cours de mécanique que cette notation, elle était utilisée parce que le travail d'une force, et notamment le travail d'une force non conservative, est quelque chose qui dépend du chemin suivi. Eh bien, c'est toujours quelque chose qui est vrai ici. Imaginez qu'on parte d'un gaz qui est dans un état A, ici, et qu'on arrive vers un état B qui est là. Il existe une infinité de chemins qui permettent d'amener le gaz dans cet état A initial à cet état B final. Par exemple, ici, je vous en ai dessiné deux. On pourrait imaginer un premier chemin qui serait, mettons, une isotherme. On a quelque chose qui ressemble à peu près à une hyperbole ici. Puis on pourrait imaginer un chemin numéro 2 sur une autre transformation, où on aurait d'abord quelque chose d'isochore, puis ensuite quelque chose d'abord quelque chose d'isobar, puis ensuite quelque chose d'isochore. Vous voyez que si on utilise le chemin numéro 1, le travail reçu par le gaz va correspondre en valeur absolue à cet air qui est ici. Tandis que si on envisage la transformation de A à B le long du chemin numéro 2,
le travail reçu par le gaz, ce sera cet R ici. Ici, on a une détente, hein, le volume de A est plus petit que le volume de B, donc le travail reçu, ce sera à chaque fois moins l'air qui a été assuré. Et vous pouvez voir que on part du même état, on arrive au même état, mais que le travail reçu par le gaz n'est pas le même, car les deux airs ne sont pas les mêmes. Le travail dépend donc du chemin suivi. C'est pour ça qu'on gardera ce delta ici, pour garder ça en tête. Alors maintenant, on va parler un petit peu du transfert thermique. Donc le deuxième terme dans le premier principe. Alors il y a beaucoup moins de choses à dire sur le premier principe, ne vous inquiétez pas. On va commencer par une première définition qui est importante. On dira d'une transformation qu'elle est adiabatique si aucun transfert thermique n'est échangé, donc aucun transfert thermique n'est reçu par le système thermodynamique au cours de cette transformation. C'est-à-dire si Q, la chaleur reçue, est nulle. Alors attention, c'est pas tout à fait, ça marche pas tout à fait dans l'autre sens. C'est pas parce que Q est nul qu'on a quelque chose d'adiabatique. Parce que notre gaz, il peut recevoir de la chaleur et en donner la même quantité. Et à ce moment-là, le bilan thermique sera nul. Alors je vous attire votre attention sur une chose qui est importante, et c'est une erreur qui est assez fréquente. Une transformation adiabatique n'est pas une transformation isotherme. Alors attention, c'est pas du tout la même chose. Un gaz qui ne reçoit pas de chaleur, c'est pas forcément un gaz pour lequel la température ne va pas varier. Et en fait, c'est même plutôt le contraire. Je m'explique. Imaginez que vous avez un cylindre. Ce cylindre, il est fermé par un piston mobile, comme d'habitude, et il contient un gaz. Ce gaz, initialement, il a une température T1. Imaginez que le récipient qui est ici permet les échanges de chaleur et que tout est plongé dans l'atmosphère à la température T1 également. Donc là, on est dans un état d'équilibre. On comprend que le gaz est à la même température que l'atmosphère. Bon, le piston est à l'équilibre mécanique, pas de problème. Je vais comprimer ce piston. Donc je vais lui faire subir une transformation. Hop, et je vais faire descendre le piston comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand on comprime le gaz? Très vite après la compression, dans un premier temps, le gaz va s'échauffer. C'est-à-dire que sa température, elle va passer à une valeur T2 qui va être probablement supérieure à T1. Okay. Mais si on attend suffisamment longtemps pour avoir un équilibre thermique, comme le gaz qui est à l'intérieur ici est plus chaud que l'atmosphère, et bien probablement qu'il va donner de la chaleur à l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on va avoir un transfert thermique du gaz vers l'atmosphère ici. Et ce transfert thermique, il va avoir pour conséquence de faire diminuer la température du gaz. Et jusqu'à quelle valeur cette température va diminuer? Eh bien probablement jusqu'à la valeur T1. Donc vous voyez qu'ici on a une transformation qui est en fait isotherme. Alors isotherme si elle était quasi statique, disons. Parce qu'on part d'une température T1 et qu'on arrive à la même température T1 finalement. Mais la transformation n'est pas adiabatique. Parce que le gaz a échangé de la chaleur avec l'atmosphère. De la même manière, si vous prenez le même cylindre, mais que vous mettez cette fois une paroi qui empêche le transfert de chaleur. Lorsque vous allez comprimer le gaz, comme vous empêchez le transfert de chaleur avec l'extérieur, alors la température T2, qui est supérieure à la température T1, va rester à cette valeur, parce que le gaz ne peut pas évacuer de chaleur. Et donc là, on aura cette fois une transformation qui sera adiabatique, parce qu'il n'y a pas de chaleur échangée, mais elle ne devient plus isotherme. Donc vous voyez que c'est deux choses qui sont en fait presque inverses l'une de l'autre. Si la transformation est adiabatique, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas isotherme et vice-versa. Donc faites attention à ne pas confondre les deux. Alors comment est-ce qu'on réalise concrètement une transformation adiabatique? Il y a essentiellement deux manières. Premièrement, on peut utiliser un récipient qui a des parois qu'on dit calorifugées. Alors ce terme il est important. Une paroi calorifugée, c'est quoi? Il y a plusieurs manières de faire. Une paroi calorifugée serait une paroi entourée d'un isolant. Par exemple, si je prends un tuyau comme ça, avec un liquide qui circule, mais si je peux mettre un isolant autour, ça peut être de la mousse thermique, ça peut être une laine minérale. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les maisons. Autour des tuyaux d'eau chaude, on a de la mousse qui va
empêcher ou en tout cas limiter fortement les transferts de chaleur entre ce qui est à l'intérieur du tuyau et l'atmosphère. Donc ça c'est une première manière de calorifuger une paroi. Alors, évidemment, une paroi parfaitement calorifugée, ça n'existe pas, hein, mais on pourra imaginer que la présence de mousse permet de calorifuger pas mal. Et une deuxième manière de réaliser une paroi calorifugée, c'est ce qu'on a dans les bouteilles thermos. Dans les bouteilles thermos, qu'est-ce qu'on a? On a un récipient comme ça, qui est fermé, avec ici un petit trou qu'on peut ouvrir. Et autour de ce récipient, en fait, on a une deuxième paroi, comme ça. Et ici, on a du vide. Alors pourquoi est-ce qu'on a du vide? Parce qu'on en a parlé dans la vidéo précédente, les transferts de chaleur, dans le cas de la conduction et dans le cas de la convection, ils se font via un milieu matériel. Et donc si vous mettez du vide ici, vous empêchez les processus de convection et de conduction, et donc vous empêchez la chaleur de traverser la paroi ici. Voilà, donc c'est une deuxième manière de calorifuger. Alors, il va rester toujours un transfert thermique par rayonnement, hein, c'est pour ça qu'une bouteille thermos parfaite, ça n'existe pas. En fait, il y a un rayonnement entre la paroi extérieure et la paroi intérieure, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont en général argentées. C'est pour également limiter le rayonnement. Et ça marche plutôt bien, ça permet d'avoir des choses qui sont assez bien calorifugées, même si c'est jamais parfait. Alors une deuxième manière de réaliser en pratique une transformation adiabatique, c'est de faire une transformation rapide. On a vu au début de la première vidéo que lorsqu'on réalisait une transformation, par exemple lorsqu'on comprime un gaz, on en a reparlé tout à l'heure, entre le moment où on commence à comprimer et le moment où on termine à comprimer, il va falloir une certaine durée pour que le gaz qui est dans le récipient ait une température qui soit homogène un peu partout. Et ce temps, on l'avait noté taux T. C'est le temps nécessaire pour atteindre un équilibre thermique. Si la transformation est rapide, c'est-à-dire que la durée de la transformation est petite devant ce taux T, alors on pourra supposer que les échanges de chaleur n'ont pas eu le temps de se faire et que la transformation est donc adiabatique. Alors comment est-ce qu'on calcule le transfert thermique? Eh bien contrairement au travail, on n'a aucune formule toute faite qui permet de calculer le transfert thermique. En fait c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça ne fait pas de formule à apprendre, mais on va devoir se débrouiller autrement. Alors c'est cette année qu'il n'y a pas de formule. En fait l'an prochain vous allez voir qu'il existe des formules qui permettent de calculer le transfert thermique dans le cas de la conduction, de la convection et du rayonnement. Alors pour calculer concrètement le transfert thermique, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le premier principe. Et donc on va l'utiliser entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire qu'on va calculer la variation d'énergie interne et le travail, on déduira la chaleur. Alors par exemple, sur une transformation isocore, lorsqu'on applique le premier principe, on a delta U égale W plus Q. Je me place dans le cas où il n'y a pas de variation d'énergie potentielle extérieure et pas de variation d'énergie cinétique macroscopique, ce qui sera quasiment toujours le cas. Pour une transformation isocore, on a vu que le travail des forces de pression était nul, et s'il n'y a aucune autre force non conservative qui s'applique, on a W qui est nul. Et donc on a Q égale à delta U. Et si on sait calculer delta U, eh bien on peut en déduire la valeur de Q. Alors la valeur de delta U, on sait la calculer, et on verra ça dans la vidéo qui suit. Deuxième exemple, transformation isotherme d'un gaz parfait. Alors on a vu dans le premier chapitre de thermodynamique que pour un gaz parfait, l'énergie interne, U, n'était fonction que de la température. Donc si la transformation est isotherme, eh bien elle est également iso-énergie interne, c'est-à-dire que l'énergie interne ne va pas varier. On a delta U égale à 0. On a vu un peu plus tôt dans cette vidéo que le travail des forces de pression, dans le cas d'une transformation isotherme d'un gaz parfait, s'écrivait comme ça. Et donc si on applique le premier principe, à l'envers, entre guillemets, on a Q qui vaut delta U moins W, et donc on en déduit que la valeur de Q dans ce cas de figure, ce sera nRT0 ln de V final sur V initial. Donc vous voyez, on peut calculer Q en utilisant le premier principe. Je termine avec une notion importante qu'on va rencontrer régulièrement, la notion de thermostat. Donc ce qu'on appellera un thermostat, c'est un système thermodynamique qui est susceptible d'échanger de l'énergie par transfert thermique, mais qui a une propriété un peu particulière, c'est que sa température reste constante, quelle que soit la chaleur qu'il va recevoir ou fournir à un autre système thermodynamique. Donc un thermostat, c'est un modèle, un vrai thermostat, ça n'existe pas.
Parce que pour garder une température constante, en fait, le système thermostat devrait être infiniment grand. Alors concrètement, on pourra considérer un milieu comme étant un thermostat s'il est très grand devant le système thermodynamique qu'on est en train d'étudier. Et donc si, de manière un peu plus concrète, ce qu'on appellera sa capacité thermique est grande devant la capacité thermique du système. Alors la capacité thermique, je ne l'ai pas encore définie, on le définira dans la vidéo prochaine, donc vous comprendrez à ce moment-là. Bon, concrètement, ça se comprend assez bien. Qu'est-ce qu'on a? Imaginez qu'on a, par exemple, l'atmosphère. Donc c'est un système qui est très 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 grand, hein, il y a une quantité de matière énorme. Et à l'intérieur, vous avez un piston dans lequel est enfermé un gaz. Et que ce gaz ici peut échanger de l'énergie avec l'atmosphère. Mais vous comprenez bien que si vous avez, mettons, 10 litres de gaz et que ces 10 litres de gaz s'échauffent de 20 degrés, et qu'il est 20 degrés plus chaud que l'atmosphère, alors le gaz va céder de la chaleur à l'atmosphère, mais ce n'est pas le peu de chaleur que ce gaz va céder à l'atmosphère qui va être suffisant pour augmenter la température de l'atmosphère. Donc le fait qu'ici la quantité de matière de l'atmosphère soit très très grande devant la quantité de matière de gaz qu'on est en train d'étudier, va nous permettre de considérer l'atmosphère comme un thermostat. Alors c'est toujours pareil, hein, attention, un système pourra être considéré comme un thermostat dans une certaine situation, mais pourra ne pas l'être dans une autre situation. D'accord? Donc c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend beaucoup de la taille du système thermostat par rapport à la taille du système thermodynamique qui nous intéresse. Alors il y a quand même une manière de réaliser un vrai thermostat, entre guillemets, ce serait avec un bain-marie par exemple. Donc ça, vous l'avez déjà probablement utilisé en chimie. Imaginez que vous avez un bain-marie, donc mettons un cristallisoire rempli avec de l'eau, dans laquelle vous avez un bécher qui est rempli avec quelque chose. Alors si notre système thermodynamique c'est le contenu du bécher, dans lequel par exemple il y a des réactions chimiques, et que le contenu du bécher s'échauffe, et que vous voulez maintenir sa température constante, si vous le plongez dans un bain-marie, eh bien ce bain-marie, comme il a une température qui est contrôlée, donc ça peut être par une plaque chauffante ou par quelque chose qui va le refroidir s'il devient plus chaud, ben ce bain-marie pourrait être considéré comme un thermostat. Parce que si notre réaction chimique ici produit de la chaleur, cette chaleur va venir s'évacuer dans le bain-marie, et en fait le bain-marie va l'évacuer vers un autre système annexe. Si au contraire, dans notre bécher, la réaction chimique fait que la température diminue, alors il va recevoir de la chaleur du bain-marie, et ce bain-marie va récupérer de la chaleur du système qui le chauffe lui. Donc la température du bain-marie restera toujours constante, quelle que soit l'énergie qu'il donne ou qu'il fournit au contenu du bécher.